est désormais temps d'ouvrir notre rubrique Le débat économie fake ou pas fake avec nos deux invités, Charles et Philippe Béchade dans un premier temps. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Et en face de vous, nous avons Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en ce 14 juillet 2022. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et économiste et fondateur du site Insolentiae. Messieurs, on va commencer avec ce thème, avec l'euro. L'euro qui a chuté brutalement depuis un an, a perdu quasiment un peu plus de 15%. Philippe, comment est-ce qu'on peut expliquer cette baisse brutale de l'euro ? Alors, fondamentalement, il y a un différentiel de croissance et de précocité dans le cycle qui fait que c'est toujours les Américains qui donnent le ton. Et donc c'est le dollar qui est la monnaie privilégiée. Quel que soit le scénario, quand on parle de croissance, les Américains ont toujours un coup d'avance. Bon, il se trouve qu'en plus, la rémunération du dollar, qui est représentée par le niveau des taux d'intérêt aux US, cette rémunération a augmenté dès le mois de mars, pratiquement 6 mois avant que la BCE ne promette qu'elle va bouger le petit doigt. Or, elle se prépare à un mouvement de 25 points pour la fin du mois de juillet, quand depuis les chiffres de l'inflation aux États-Unis, au-delà de 9, on pense que désormais ce sera peut-être 100 points au lieu de 75, et 100 points, c'est pas un fantasme, c'est exactement ce que la Banque centrale du Canada a fait le mercredi 13. Ouais. Voilà. Donc 100 points, on va avoir un différentiel de rendement entre les deux devises qui va être absolument colossal, puisqu'on va juste nous ramener les taux de prise en pension à zéro de moins 0,50, alors qu'aux États-Unis, avec 100 points de mieux, on va se rapprocher des 300 points. Donc ça veut dire que la chute peut continuer globalement, selon vous ? La chute continuera tant qu'on aura d'abord cette grande différence de rémunération entre les deux, et si jamais un des pays doit relancer sa croissance et en détendant fortement les taux, ce sera les États-Unis. Donc à nouveau, on anticipera que ça va repartir aux États-Unis, quand bien même leur taux directeur serait à 250 points et nous à moins de 100 points. À nouveau, psychologiquement, les opérateurs seront tentés de privilégier le dollar. Et puis, bien sûr, ils le privilégient aussi pour cette autre raison qui ne peut échapper à personne, c'est que la guerre actuellement, elle se situe sur le continent européen et à 7000 km de Washington qui donne les ordres. C'est sûr que c'est un peu loin. Vous nous parliez de la BCE, de la Fed, etc. Que doit faire la BCE ? Est-ce que la BCE a pris beaucoup trop de retard et désormais il va être impossible de rattraper le train qui est lancé ? Écoutez, avant de céder la parole à Charles, qui est de retour, juste préciser que la BCE n'a pas vraiment pris de retard quelque part. C'est quelque chose de parfaitement assumé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le passager clandestin de l'activisme de la Fed. La BCE a décidé en fait de ne rien faire et de laisser la Fed faire tout le job, parce que si d'un seul coup on a une consolidation comme on l'a observé, et on y reviendra sur le pétrole et sur les matières premières, c'est bien parce que les opérateurs se réfèrent à l'action de la Fed et pas à celle de la BCE. La BCE se laisse porter. La BCE se laisse porter, c'est comme vous le dites probablement volontaire, histoire peut-être de laisser la récession s'installer, ou tout du moins le ralentissement de la croissance s'installer. Charles, qui pâtit réellement de l'effondrement de l'euro ? Alors, l'effondrement de l'euro a pour conséquence d'augmenter l'inflation. Donc, de toute façon, mécaniquement, tout ce que nous importons coûte plus cher quand on l'achète en dollars. Donc, toute la population pâtit de la faiblesse de l'euro. On ne gagne pas tellement sur la faiblesse de l'euro avec nos exportations, puisque frappé par les pénuries de composants, frappé par toute la politique de transition énergétique qui vient pénaliser le secteur automobile, frappé par les pénuries de gaz russe, l'industrie en fait peut pas produire autant. Donc en plus, on n'a même pas les gains de productivité induits par des monnaies plus faibles. D'accord. Donc on perd sur tous les tableaux. Moi, je voulais revenir également sur l'euro parce que pour compléter ce que disait Philippe, je crois que les marchés ne peuvent pas attaquer les dettes souveraines des pays de la zone euro.
parce que sinon la BCE va intervenir, elle l'a déjà dit avec son système anti-fragmentation, avec ses rachats d'actifs qu'elle pourrait reprendre, etc. Donc les marchés ne peuvent pas attaquer les dettes souveraines des pays, bien qu'ils en aient une furieuse envie, parce qu'ils vont se retrouver avec la BCE en face. En revanche, si on regarde l'évolution des taux souverains, on voit qu'ils sont en train d'atteindre des plus hauts quand même, depuis plus de 8 ans quasiment. absolument. Mais c'est pas là-dessus, je pense, que se situe le cœur du combat des marchés aujourd'hui. Je crois que les marchés sont en train de tester la détermination de la BCE vraiment en testant et en attaquant l'euro. Parce que en attaquant l'euro, la BCE ne peut défendre l'euro globalement qu'avec une augmentation de taux d'intérêt. Or, les augmentations majeures de taux d'intérêt, la BCE a énormément de mal à les décider parce que justement, on a un problème de différentiel sur les taux souverains et qu'on a un problème de surendettement. Donc aujourd'hui, si je suis la smart money, l'argent intelligent, si je veux attaquer et faire une belle opération, je crois que je n'attaque pas les dettes souveraines, j'attaque pas les différentiels de dettes souveraines, j'attaque la monnaie, j'attaque l'euro et paradoxalement, la BCE est bien plus désarmée pour protéger l'euro que pour protéger les dettes souveraines des pays les plus forts. Ok, très clair. Merci messieurs. On marque une...